Merci beaucoup. Et un merci de plus à Georges pour m'avoir permis de partager avec vous ce soir nos préoccupations. Voilà, donc durabilité des ressources minérales pour les ciments et les bétons. Les ciments et les bétons donc, sont des matériaux pour le génie civil qui présentent une caractéristique particulière qui sont des matériaux dits de à grande diffusion. Alors pourquoi à grande diffusion? Eh bien parce que caractérisés par des utilisations en grande masse, en tout cas pour le ciment, on les compte en tonnes. Et vous voyez ici pour l'année 2013 les consommations. Donc en France, 16 millions de tonnes. En Europe, 320. En Chine, 2,3 milliards. Consommation mondiale, 4 milliards. Ce sont donc des grandes masses. Un autre point intéressant, important, parce qu'il contraint le débat, le prix. 10 centimes le kilo. Oui, c'est pas cher. Le béton, principale application du ciment, faire du béton. Je vais y revenir tout à l'heure. Là aussi, des consommations, alors ici en volume, donc en millions de mètres cubes, en milliers de mètres cubes, donc 7 millions de mètres cubes, 7 milliards de mètres cubes pour le monde, en Europe 145 et en France 35. Le coût, 15 centimes le litre, 150 € le mètre cube. Voilà, on est dans ces ordres de grandeur et c'est ce qui fait la caractéristique de notre industrie et qui va en contraindre également les ressources. Alors, avec une telle entrée en matière, on peut se dire comment va évoluer la demande. Eh bien, la demande, elle est jusqu'à maintenant croissante et jusqu'en 2050, eh bien, elle va en fait doubler. Et vous aurez noté que les 4 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure, en 2013, donc on est par là. Donc la prévision est un petit peu en dessous de la réalité. Donc à partir du moment où on se dit avec une telle prévision, pour produire, il va falloir effectivement avoir une ressource. Alors, on va regarder successivement les caractéristiques de ces deux industries, l'industrie du ciment et l'industrie du béton, et pour pouvoir positionner où sont les véritables enjeux. Alors, tout d'abord, différences qui peuvent paraître triviales, mais on entend trop souvent la confusion entre le ciment et le béton. Alors, le ciment, c'est une poudre anhydre, elle ne contient pas d'eau, elle est généralement grise, mais elle peut être blanche. Elle est constituée d'un mélange de silicate de calcium et d'aluminate de calcium, pour les minéraux principaux, et sa propriété principale est de faire prise et de durcir lorsqu'elle est mélangée à l'eau par réaction chimique. C'est un système de dissolution-reprécipitation. Ce n'est donc bien évidemment pas un produit fini, c'est un produit semi-fini parce qu'il est destiné à être utilisé pour autre chose. Et cette autre chose, c'est essentiellement de servir de colle pour les granulats pour faire du béton. Alors le béton, donc par opposition, j'ai envie de dire, lui, il contient de l'eau. Sa composition est complexe. C'est par définition un matériau composite. Donc il va contenir de l'eau, du ciment, des granulats, des adjuvants, et puis de l'air également. L'air est important. Il fait partie des constituants importants pour le béton. Là aussi, le béton va faire prise et va durcir, y compris dans l'eau ou sous l'eau. Et cet accroissement de résistance se poursuit en fonction du temps, jusqu'à plusieurs années. On suit l'hydratation sur 2 ou 3 ans. Et c'est effectivement le produit fini, donc par définition un matériau hybride qui va nous permettre de construire des structures. Alors, la fabrication du ciment, c'est une industrie lourde, extrêmement orientée process, à plusieurs égards. C'est d'abord une industrie d'extraction. On va extraire du calcaire, de l'argile, si possible avoir à proximité des gisements de bauxite ou d'oxyde de fer, ou de pouvoir les récupérer d'industries voisines. Donc voilà, à proximité d'une cimenterie, vous avez toujours deux carrières, une carrière de calcaire, une carrière d'argile. Une industrie de transformation. On a besoin, certes, de composer la matière première, mais également, pour faciliter les réactions dans le four, de faire du concassage et du broyage. Voilà, avec un broyeur horizontal ou un broyeur vertical. Ensuite, ce cru va être cuit dans un four, voilà, un four de cimenterie. Les dimensions, c'est approximativement 5 mètres de diamètre, 75 mètres de long. Et il se produit sous l'effet de la température, puisqu'on monte jusqu'à 1450 degrés, des réactions de type métamorphique. On va jusqu'à la fusion partielle. Donc c'est un processus géologique assez rapide et le géologue s'y reconnaît très bien. Et puis de nouveau, alors on obtient le clinker à l'issue de la cuisson et de nouveau du broyage pour obtenir le ciment.
Voilà pour les transformations. Et puis enfin, l'industrie cimentière et l'industrie du béton sont des industries logistiques. Alors, que se passe-t-il dans une cimenterie? La mise en perspective de toutes les étapes dont je viens de parler, les voici. Donc, vous reconnaissez l'extraction, le concassage, le stockage pour le dosage des matières premières, le broyage, la cuisson, un nouveau stockage du clinker, la matière semi-finie, et puis ensuite une reprise avec un certain nombre de constituants principaux autres que le clinker, du broyage, et pour finir par faire le ciment. Alors, principalement, que se passe-t-il? Tout d'abord, pour entraîner tous ces broyeurs, tous ces concasseurs, tous ces fours, dans le four, par exemple, pour vous donner des ordres de grandeur, il y a 2000 tonnes de matière qui circulent, donc il faut entraîner tout ça, et donc le résultat, c'est une consommation électrique intensive. Mais compte tenu du fait qu'on a une étape de cuisson pour lesquelles on monte les gaz à 2000 degrés pour avoir une matière à 1450, on a aussi un certain nombre de réactions. Donc, sous l'effet de la cuisson, décomposition thermique des argiles, des hydroxylations, on va y mettre de la vapeur d'eau, décarbonatation du calcaire et toutes les réactions de combustion qui donnent du CO2, de l'eau, du SO2, du NOx. Voilà, ce qui fait que, à travers ce schéma que vous avez ici, donc en fonction le long du four, le début du four est ici, la fin du four est ici, donc vous avez schématiquement les transformations minéralogiques qui se passent. Et effectivement, sur la partie de droite, pour faire 1 tonne de clinker, on va émettre 850 kg de CO2. Voilà, donc sur ces 850 kg, 60% viennent de la décarbonatation et 40% environ de la combustion. Alors, pour faire du ciment, on va combiner le clinker, donc ce qui sort du four, avec un certain nombre de matières. Et là, nous avons actuellement un domaine de composition qui comprend 27 familles de ciments différents. C'est le tableau qui est ici, vous ne voyez rien, c'est fait exprès. Pour que je puisse vous le détailler. Quand on a du clinker pur et du gypse, on a ce qu'on appelle un CEM1. Et puis ensuite, quand on y rajoute soit du calcaire, soit du laitier, soit des cendres, et forcément toujours du gypse, on a un CEM2. Les CEM3, c'est clinker plus gypse. Les CEM4, clinker plus pouzzolane plus gypse. Et les CEM5, un mélange de laitier, de cendres et de clinker, et toujours avec du gypse. Au passage, en termes historiques, le ciment, le clinker en tant que tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été inventé en 1817, donc ça fait 200 ans. Et la première utilisation du laitier de haut fourneau est assez rapide, puisque la première utilisation connue date de 1896. Donc nous n'avons pas attendu le développement durable pour diminuer nos émissions de CO2. Donc voilà, avec de telles caractéristiques, on peut se dire on est mal parti dans le cadre du développement durable, quand on voit arriver le rapport Brundtland, qui définit donc le développement durable à la croisée des chemins entre le développement économique, le progrès social et la responsabilité environnementale. Où se situe-t-on? Eh bien, de toute façon, on considère que cette approche-là constitue non pas une contrainte, mais un guide social dont la pression est croissante, et on ne peut pas y échapper. Donc, on va vers le durable. Ça marche, on va voir comment. Donc, durabilité de la ressource, et essentiellement diminution de l'empreinte environnementale, mais aussi amélioration de l'habitat. Voilà les 3 axes principaux qui vont sous-tendre notre action. Et quand on décompose les objectifs, eh bien, on peut aboutir à la décomposition suivante: limitation des ressources naturelles, optimisation du produit, ce qu'on appelle dans notre jargon le facteur clinker, c'est-à-dire le clinker portant l'essentiel du CO2. On va donc chercher à le limiter tout en optimisant les propriétés mécaniques, les propriétés qui nous permettent de construire. Et puis, bien évidemment, pour être complet, la limitation des émissions, l'efficacité thermique et énergétique au sens large, et puis les dispositions constructives. Vous voyez un petit peu comment ça se décompose. Quand on regarde sur le clinker facteur, sur le facteur clinker, pardon, en 2009, le World Business Council for Sustainable Development a fait une étude et a considéré que les voies de progrès sur l'efficacité énergétique représentaient 10%, les combustibles renouvelables 24%,
la substitution clinker seulement 10%, et la capture de carbone et la séquestration et stockage 56%, ce qui ouvrait bien évidemment la voie à toutes les études de séquestration et stockage. Ça n'est pas notre opinion. Nous considérons que cet aspect-là de substitution clinker, donc d'optimisation produit, doit représenter la majeure partie de nos efforts. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, la limitation des ressources naturelles. On l'a vu tout à l'heure, pour faire du clinker, il faut du calcaire, à peu près 2/3, de l'argile, à peu près 1/3, et puis quelques ajouts de compléments. Les ressources naturelles de calcaire et d'argile sont quasiment inépuisables. Une cimenterie, sa durée de vie, elle est de l'ordre de 100 ans. On a à peu près partout entre 200 et 400 ans de réserve de calcaire et d'argile. Donc si on se limite à ça, je pourrais arrêter mon exposé ici, on n'a pas de problème de ressources. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que lorsqu'on combine le calcaire et l'argile à côté, ça restreint quand même considérablement le champ des recherches, et on a donc besoin de faire ce qu'on appelle de la resource recovery, donc de la valorisation matière en provenance de sous-produits ou de déchets d'industries voisines. Même chose pour les combustibles. Les combustibles, on brûlait au départ du charbon, ensuite on a brûlé du gaz, et puis petit à petit on s'est rendu compte que, effectivement, pour préserver ces matières combustibles et pour diminuer l'empreinte environnementale, on avait un certain nombre de combustibles dits alternatifs. Et donc vous avez ici les huiles usagées, les papiers, les pneus, les bois. À l'époque de la vache folle, l'ensemble de l'industrie cimentière française avait été réquisitionné par le gouvernement pour brûler les farines animales. C'était une réquisition, on n'a pas eu le choix. Aujourd'hui, on a brûlé tout le stock, mais voilà, maintenant c'est derrière nous. Donc sur le facteur clinker, donc l'optimisation ciment, donc c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des principaux constituants autres que le clinker, j'en parlais tout à l'heure. Donc principalement ce qu'on appelle des matériaux pouzzolaniques, c'est-à-dire qui ont, de par leur structure et leur composition, une certaine proximité avec le clinker, mais qui nécessitent une certaine activation par la chaux en particulier, par les alcalins aussi, ce qui tombe bien puisque les mécanismes d'hydratation du ciment produisent un excès de chaux, la réaction n'est pas stoichiométrique, mais en tout cas un excès de chaux, ce qui permet d'activer ces produits-là. Donc on retrouve ici le laitier de haut fourneau, les cendres volantes. Alors le calcaire ne fait pas partie de ces matériaux-là, mais la fumée de silice en fait partie. Et puis l'ensemble des matériaux à venir que nous sommes en train d'étudier, pour lesquels nous avons un certain nombre d'études en cours dans le cadre de la croissance de l'économie circulaire. Et ça, c'est un point absolument important. Aujourd'hui, l'ensemble des ciments sont basés sur l'utilisation de matériaux well tried and proven, donc prouvés et bien connus. On se dirige vers une démarche de mise au point sur des matériaux un peu moins bien connus et un peu moins bien prouvés. Mais pour nous, il est important de conserver, bien entendu, toutes les propriétés qui permettent de construire des structures et qui permettent d'assurer la sécurité des biens et des personnes. À titre de prospective, c'est un petit peu en cours. On a découvert récemment des interactions tout à fait positives entre le calcaire et en particulier l'alumine contenu dans le métakaolin, ce qui nous permet de descendre le facteur clinker. Alors je ne vous ai pas précisé le domaine de variation, mais quand on a un C-, donc un ciment pur, on est à un facteur clinker de 95, et la plupart des ciments sont entre 95 et 65. Les derniers travaux de normalisation permettent de descendre à 50, voire un petit peu moins. Et ces interactions tout à fait prometteuses entre le calcaire et le métakaolin nous permettent effectivement de prévoir des propriétés constructives avec des teneurs en clinker de l'ordre de 50%, voire moins. Et puis, une question qui, moi, me taraude depuis un certain temps, est-ce que nous avons quelque chose à apprendre du biomimétisme ? Le biomimétisme, par exemple, pour mieux structurer l'agencement de nos hydrates et obtenir des propriétés supérieures. On y reviendra plus tard. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure des derniers travaux de normalisation. Vous avez donc dans ce diagramme clinker, laitier de haut fourneau, calcaire, le champ de composition. Donc on était sur des systèmes binaires, soit clinker, calcaire, avec les SEM2A et les SEM2B,
donc on était globalement sur cette droite-là. Sur les SEM3, donc clinker, laitier de haut fourneau, pareil, sur un système binaire. Et on a introduit ces 4 champs nouveaux, dont en particulier le champ des SEM6, donc clinker, laitier, calcaire, hein, qui nous permettent d'obtenir des diminutions tout à fait significatives de teneur en clinker. Bon, ça s'appelle de la dilution, mais c'est comme ça que pour l'instant on gère l'impact environnemental de nos ciments. Voilà, avec toujours une confirmation, donc les interactions prometteuses entre calcaire et métakaolin. Alors, en ce qui concerne toujours l'impact environnemental, comment la limitation des émissions de gaz dans l'atmosphère, le CO2 en est un, mais il n'y a pas que celui-là. Et ce diagramme, je trouve, est intéressant. Il vous démontre en fonction du temps, ici on part des années 60, et aujourd'hui on a donc 2008, le futur, mais on y est, l'évolution des critères pris en compte par la réglementation qui nous est imposée. Et donc vous voyez que cette réglementation a un nombre de critères tout à fait croissant, et on s'y tient. Alors c'est lié à 2 choses. D'une part, la prise de conscience croissante du caractère néfaste et négatif de toutes ces molécules, mais aussi la croissance de notre capacité à les analyser avec des teneurs toujours de plus en plus basses. Donc voilà, cette évolution est représentative de cette prise de conscience et du développement technologique pour analyser toutes ces molécules, parce que si on veut réglementer, il faut pouvoir mesurer pour pouvoir contrôler. Enfin, l'efficacité énergétique, ça passe par une optimisation de process. Et là, les fabricants de ciment ont besoin d'une recherche collaborative avec les fabricants d'installations. Hein, c'est ce que j'appelle la recherche collaborative d'optimisation de process. Et bien évidemment, on va se concentrer également sur les abaissements d'émissions de CO2 en abaissant les températures de clinkérisation et éventuellement en abaissant la teneur en calcaire dans les matières crues. Alors, il y a 2 implications, mais une principale, c'est que pour abaisser ça, il faut changer le système chimique, et pour baisser également les teneurs en clinker, il faut changer de système chimique. Donc aujourd'hui, il y a un système qui semble donner des résultats intéressants, c'est les sulfoaluminates de calcium, mais pour lesquels on s'aperçoit que les modalités de mise en œuvre et donc de fabrication de béton sont totalement différentes. Donc, on a là aussi un effort de recherche extrêmement important et on s'y attelle. Il y a un certain nombre de programmes, y compris des programmes européens, qui s'y attellent. Les dispositions constructives, pour améliorer le développement, enfin l'acceptabilité sociale, on doit réduire les pertes thermiques des constructions. En tout cas pas les ouvrages, mais en tout cas les constructions d'habitation. Comment on s'y prend? En fonctionnalisant les bétons de manière à inclure des propriétés spécifiques comme les propriétés thermiques ou des propriétés antipolluantes. Ça commence à être possible. Et puis en accroissant les résistances mécaniques. Alors c'est un fameux sigle, là veut dire Fiber Reinforced High Performance Concrete, donc ce sont les bétons haute performance renforcés de fibres qui permettent d'atteindre des résistances mécaniques de l'ordre de 200 mégapascales, alors qu'un béton courant fait 35 à 40. Mais on va y revenir aussi avec l'indice du liant. Voilà, donc en ce qui concerne le ciment, le ciment porte en lui-même, pour ce liant hydraulique, ses propres critères négatifs, c'est-à-dire le CO2 chimique inclus dans le calcaire, dans les matériaux crus, mais aussi toutes les réactions de combustion qui émettent du CO2 et la forte consommation énergétique liée à la fabrication. Alors, les solutions à bas carbone, pour reprendre le vocable aujourd'hui largement pratiqué, pourront éventuellement impliquer des changements de composition et des changements de manière de faire. Il faut s'y préparer et on y travaille. La diminution du taux de clinker dans les ciments, en restant dans un système constant, pourrait bien être la solution. Et là aussi, est-ce que la question qui me taraude, est-ce qu'on a à apprendre de quelque chose du biomimétisme? Là aussi, en termes de microstructure, est-ce qu'on pourrait influer de manière précise sur la stabilité et la construction de nos hydrates?
passe maintenant au béton. Donc on a à peu près circonscrit le ciment. Donc on va utiliser ce ciment pour faire du béton, donc le ciment étant la colle du béton. Alors là, on est dans une industrie qui n'est plus une industrie de process au sens où on l'a vu pour le ciment, mais de process de mélange. Donc vous avez ici des silos, alors silos à ciment et silos à addition, et puis un malaxeur, et évidemment une réserve d'eau, et puis une réserve d'adjuvant, et puis on va mélanger avec une procédure tout à fait réglementée et tout à fait bien cadrée, mélanger ces constituants, et puis ensuite aller les distribuer à travers soit des camions toupies, soit des barges, parce que c'est possible. Donc une centrale à béton moderne, vous pouvez en voir un petit peu dans Paris en ce moment sur les écoquartiers en cours de construction, et ça ressemble à ça. Donc c'est un nombre certain de silos qui contiennent chacun des constituants du béton, en plus évidemment de ce qu'on appelle les cases à granulats. Il faut amener des cailloux, le sable, le gravillon, le gravier, et puis le malaxeur et la réserve en eau. J'ai entendu un chiffre tout à l'heure qui ne m'a pas plu du tout, c'est qu'une tonne de béton égale une tonne de CO2. C'est absolument faux, et je vais vous le prouver. Les moyens de comparaison dans ce type de calcul sont souvent mal expliqués. Et notre méthodologie à nous, elle est de comparer pour la même unité fonctionnelle. Par exemple, quand on regarde une unité fonctionnelle comme celle-ci, c'est-à-dire une pile pour supporter 1000 tonnes, et qu'on regarde la quantité de combustible nécessaire en fonction du type de matériau, eh bien vous voyez qu'ici, on a le béton, la brique et l'acier. Donc le béton semble en position favorable. Si on prend maintenant un élément non plus structural mais fonctionnel comme un tuyau, on peut avoir des tuyaux en béton, des tuyaux en polyéthylène, en plastique, eh bien c'est à peu près la même chose. Si on regarde maintenant l'énergie globale nécessaire pour fabriquer ce mètre de tuyau, eh bien là aussi, le béton ici est en position favorable par rapport au PVC ou au polyéthylène. Une étude comparative a été faite, qui s'appelle l'étude QEB, que vous pouvez trouver sur Internet, pour analyser la teneur en CO2 associée à la fabrication d'une maison individuelle dans un environnement tempéré pendant 1 an. Et puis on a comparé le béton banché, le bloc, le bois, la brique, le béton cellulaire, le monomure, puis on a comparé ça aux émissions de CO2 d'un trajet domicile quotidien en voiture de 54 km. Et on s'aperçoit d'une part que, très sincèrement, les variations modulent autour de la valeur moyenne, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un contraste frappant entre les différentes solutions. En revanche, quand on compare à ce qui est émis par la voiture, on peut se poser des questions. Ce qui m'amène à vous parler du concept d'intensité de liant, qui est un rapport relativement simple. C'est le contenu en ciment ou en liant, en kilos par mètre cube, sur l'indicateur de performance, qui est ici la résistance mécanique, mais on peut y adjoindre ou le remplacer par l'empreinte CO2. Quand on fait une étude une étude comparative sur 19 pays, eh bien on retrouve dans ce diagramme donc cet indice de performance en fonction, par exemple, de la résistance mécanique. Mais vous avez un certain nombre de points qui vous montrent qu'effectivement, plus la résistance mécanique augmente, plus le facteur d'impact, finalement, diminue. Cet ensemble de points est borné par le bas, par une ligne bleue ici, qui représente le dosage minimal en dessous duquel on risque d'avoir des problèmes de durabilité, non pas de matières premières, mais de durabilité de la construction. Quand on fait du béton, on s'intéresse aux 2 états. On s'intéresse à l'état plastique, c'est-à-dire la manière dont on peut le mettre en œuvre. Si le béton ne coule pas et reste dans le malaxeur, il ne sert pas à grand-chose. Donc on s'intéresse à cette partie-là, mais on s'intéresse à la partie durcie. Et une fois qu'il a durci, on va également s'intéresser à la manière dont il va évoluer en fonction des environnements. S'il combine un environnement marin avec un environnement avec la carbonatation naturelle, ou s'il combine éventuellement un environnement marin avec un environnement de gel-dégel. Et on va étudier tous ces éléments-là. Eh bien, de manière statistique,
voilà, tout ce qui est à gauche de cette courbe bleue, eh bien, va nous procurer des désordres et donc des durabilités, des durées de construction tout à fait, qui sont plus courtes que celles qui sont prévues. Et elles sont prévues par une norme qui s'appelle la norme des Eurocode 2. Et aujourd'hui, on construit pour une durée de 50 ans. Alors bien évidemment, à la 51e année, le pont ou l'immeuble ne va pas s'écrouler. Et c'est ce que vous pouvez voir un petit peu dans Paris en ce moment, notamment à La Défense. Il y a un certain nombre de tours qui sont complètement déshabillées, désossées. On ne garde que la structure, et puis on reconstruit quelque chose, et éventuellement, on reconfigure la destination de l'ouvrage. Et c'est ce qui nous interpelle, et c'est cette ligne-là, c'est que finalement, on saurait faire à relativement peu de coûts, avec quelques progrès légers en matière de mise en œuvre et de design, on saurait garantir des durabilités de 100 ans, ce qui va simplement arithmétiquement diviser par 2 l'empreinte environnementale. Et ce qui nous amène à dire, peut-être qu'il y a aussi un geste architectural à revoir si on veut utiliser cette structure dans une perspective de 100 ans, en disant aujourd'hui je la construis pour une destination d'habitation, mais demain elle pourra recevoir un centre de congrès, un hôpital, mais on va garder la structure, on va la déshabiller et puis on va la reconfigurer. Mais cette reconfiguration-là, elle nécessite un geste architectural particulier. Et oui, il faut que ça soit finalement versatile. Voilà. Et puis là aussi, do we have something to learn from biomimicry? J'ai été frappé, moi, par l'analyse de l'architecture des termitières, qui ont un système de ventilation naturelle, donc on peut avoir 50 degrés à l'extérieur, qui fait 20 degrés dedans. Eh bien, j'espère qu'un jour, le geste architectural s'inspirera de ces éléments-là, et on y va. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons BBC, les constructions passives, c'est très exactement ça. Donc, j'apporte ma réponse. Oui, nous avons quelque chose à apprendre du biomimétisme. Voilà, et ça m'amène à vous parler de la question entre réutilisation ou recyclage. J'ai presque fini. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que dès qu'un ouvrage a fini sa destination, eh bien, on le déshabille, on le détruit, on génère un gisement de matière assez grossière que l'on a besoin de retraiter pour faire du sable, des gravillons, des graviers, et éventuellement refaire du béton. Alors c'est ce à quoi on s'intéresse en ce moment, et il y a plusieurs projets nationaux, dont un en particulier qui s'appelle Recibéton, dont j'anime une partie un des ateliers. À partir donc du concassage-tamisage, on obtient des fines et puis des grosses particules que l'on peut réutiliser soit directement dans les bétons pour faire de nouveaux bétons. Les Suisses sont par exemple beaucoup plus avancés que nous. Ils utilisent en systématique, parce qu'ils ont fait des essais, ils disent voilà, il y a 5% en masse des granulats qui doivent être des granulats recyclés dans la masse totale du granulat. On n'en est encore pas là, j'espère que c'est pour bientôt. Mais on peut également utiliser ces granulats de béton concassés après une recarbonatation, soit naturelle, soit artificielle. Et voilà, c'est le deuxième projet de recherche qui est en cours sur la recarbonatation, parce qu'on s'est aperçu que ça améliorait significativement les propriétés des bétons. Sur les fines, parce qu'au final, on fait tout ça pour limiter la consommation, notamment de sable. Vous avez tous vu, je pense, il y a quelque temps, l'émission sur Arte sur l'utilisation du sable dans le génie civil. C'est une vraie question, et on essaye d'économiser cette ressource-là. Donc les fines, pas de chance. Dans le béton, ça ne marche pas, du moins pour l'instant. Donc on essaye de les recycler comme matière première dans le cru de cimenterie, comme nouveau constituant du ciment avec le clinker, ou éventuellement comme nouveau constituant dans le béton. Donc voilà où on en est. C'est un partage d'expérience en cours. Les résultats ne vont pas tarder à apparaître. Voilà, donc au titre de remarques, en titre de conclusion, eh bien, le développement durable questionne inévitablement nos manières de faire. Cette question-là va changer nos métiers, et nos actions, nos gestes professionnels. Voilà. La mutation technologique est en cours, on n'a pas tous les résultats. Il y a un travail énorme de recherche qui reste à faire et qui reste long. Le travail de normalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure pour arriver à des ciments à peu près 50% de clinker, donc limité par 2 la teneur en clinker, ça a pris 7 ans. Les essais de durabilité
ça prend à peu près la même durée. Donc on a besoin aussi d'avoir un effort de recherche, non seulement pour améliorer les méthodes de formulation, prendre en compte les nouveaux matériaux, mais aussi arriver à accélérer l'évaluation de nos matériaux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.